et bienvenue sur Monaco Info, au sommaire de ce journal. Retour sur l'atterrissage de l'avion solaire Solar Impulse à Séville, en Espagne. Présentation de Saphir, un nouvel outil de simulation indispensable pour les sapeurs-pompiers de Monaco. Un nouvel écran pour l'association d'Amor Psy avec le GEM, un lieu de vie où les malades atteints de troubles psychiatriques peuvent se retrouver et se ressourcer. Et puis nous refermerons cette édition avec la ciné-conférence donnée par les archives audiovisuelles pour parler de l'invention de Monte-Carlo. Solar Impulse poursuit avec succès son tour du monde. L'avion solaire a atterri jeudi à Séville, en Espagne, après avoir survolé l'océan Atlantique. Cette nouvelle étape longue et difficile était particulièrement redoutée par les équipes basées à Monaco, au centre de contrôle. Patricia Navarro et Lionel Bernardi étaient à leur côté. Leur reportage. La joie était bien palpable jeudi 23 juin, peu après 7h30 au centre de contrôle Solar Impulse à l'auditorium Régnier 3. Parti de New York en début de semaine, il aura fallu un peu plus de 70 heures à l'avion solaire pour accomplir une nouvelle prouesse, la traversée de l'océan Atlantique à bord d'un appareil qui n'a pour seule énergie que celle que lui fournit le soleil. Bertrand Piccard a su manœuvrer de façon formidable et c'était vraiment, comme toujours, mais là c'est encore, je pense que la joie était encore plus intense parce que c'était justement la traversée de l'Atlantique et le retour en Europe et puis voilà, on s'approche petit à petit de la fin du voyage, mais c'est toujours des moments intenses et c'est toujours des très beaux moments à vivre avec toute cette équipe. C'est ici à Monaco que toute la route empruntée par Bertrand Piccard dans sa traversée de l'Atlantique a été tracée par les météorologues et malgré quelques turbulences au-dessus des Açores, le vol s'est déroulé dans des conditions idéales. On est très heureux ici à Monaco parce que c'est la technologie, c'est aussi toute la préparation, c'est aussi toute l'analyse météorologique et l'exécution par le pilote qui a fait ça très très bien. Fantastique, donc maintenant les deux océans sont traversés. La 15e étape est faite, il en reste 2. Donc on est vraiment très 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 contents ce matin. Vous avez vu la grande fête ici. À l'arrivée, il y a beaucoup de concentration. Il y a eu cette approche avec la patrouille acrobatique espagnole qui avait un peu de retard et qui a fait les fumigènes alors qu'on pensait qu'on ferait sans fumigène. Donc c'était assez corrida, mais finalement on a adoré, quoi. Donc c'est une finale en beauté pour ce vol. L'équipe de Solar Impulse va maintenant goûter à un petit repos bien mérité après l'enchaînement de vols à travers les États-Unis et au-dessus de l'Atlantique. Prochaine étape, Séville-Le Caire, puis la destination finale, Abu Dhabi, d'où Solar Impulse avait décollé le 9 mars 2015. Il s'appelle Saphir et il vient d'être inauguré dans la zone de la Brasca en présence notamment du ministre d'État Serge Tel et du conseiller de gouvernement Patrice Cellario. Saphir est un nouvel outil de simulation des sapeurs-pompiers de Monaco. Un simulateur, vous allez le voir, indispensable pour les soldats du feu. Le reportage d'Émilie Rousseau et de Serge Prémont. Depuis une quinzaine d'années, les sapeurs-pompiers sont confrontés à des incendies présentant de nouvelles caractéristiques liées à l'évolution des matériaux de construction. Une évolution qui, en cas d'incendie, peut provoquer des phénomènes thermiques souvent menaçants pour les soldats du feu. C'est face à ce constat que les sapeurs-pompiers de Monaco ont pensé, avec l'appui notamment du gouvernement princier, à un outil de simulation pour se familiariser et s'aguerrir à ce genre de conditions, un outil baptisé Saphir. Il est important qu'ils puissent disposer d'un outil qui leur permette de s'entraîner à ces risques, de maîtriser les techniques pour y faire face, pour détecter d'abord ces phénomènes et pour pouvoir y faire face dans leur activité, pour les protéger d'abord eux-mêmes, parce que c'est important de prendre soin de nos sapeurs-pompiers, on en a tous besoin, et pour leur permettre ensuite d'être efficaces pour la lutte contre l'incendie.
Saphir, le simulateur d'aguerrissement au feu, aux fumées d'incendie et aux reconnaissances, est divisé en 3 modules. La reconnaissance de la fumée, un basé sur la dextérité des porte-lances et un autre portant sur l'observation et l'analyse de phénomènes thermiques. C'est d'ailleurs un exercice sur ce dernier module qui a été présenté lors de l'inauguration. Avec 4 palettes qui représentent à peu près 30 kg de bois, on a pu réaliser et recréer en fait des phénomènes thermiques comme les flash-over, c'est-à-dire l'inflammation des gaz au-dessus de la tête des sapeurs-pompiers, et le backdraft beaucoup plus violent puisque c'est une explosion de fumée. Mais tout ça avec, je dirais, une bonne connaissance, une bonne maîtrise des personnels, notamment de mes instructeurs, qui ont appris à reconnaître ces phénomènes et à les, on va dire, presque les dompter. En caisson, c'est assez facile. Dans la réalité, c'est moins évident. Et effectivement, les images sont impressionnantes puisque l'inflammation des fumées qui nous paraissent pour le Quidam peut-être pas la plus importante, sont pour nous des vrais dangers. Puisque les fumées sont des gaz de pyrolyse, donc des matériaux qui sont donc décomposés par la chaleur et qui présentent en fait un caractère d'inflammabilité et donc forcément à un moment donné des risques d'explosion et d'inflammation. Et c'est ce qui aujourd'hui pour nous est un réel danger qui nécessite vraiment une bonne maîtrise pour éviter de subir, je dirais, une explosion qui pourrait coûter la vie à mes hommes. Cet exercice nécessite des équipements de première intervention. En effet, la température peut grimper jusqu'à 700 degrés en ce qui concerne la partie foyer. Situé sur le terrain de la Brasca, Saphir a donc de beaux jours devant lui et est désormais un outil indispensable dans l'entraînement des sapeurs-pompiers de Monaco. Nous restons toujours en présence de Patrice Cellario, mais cette fois nous retrouvons Alexandra Pani qui a rencontré le conseiller de gouvernement pour l'intérieur pour parler des nouveaux aménagements de la salle Gaston Médecin, une salle entièrement repensée et rénovée pour la nouvelle saison. Nous l'écoutons. L'intersaison va être mise à profit pour, je dirais, apporter à la salle Omnisport le complément nécessaire pour la poursuite de la superbe saison qu'a fait l'équipe de basket professionnelle au haut niveau, donc Pro A d'une part, mais également compétition européenne d'autre part. Les exigences des règlements sportifs et également les exigences en matière d'à côté des règlements sportifs, c'est-à-dire l'accueil du public d'une part, l'accueil des médias, l'ensemble un petit peu des dispositions qu'il convient d'avoir pour, je dirais, se produire à ce niveau de compétition, nécessite effectivement un certain nombre d'aménagements dans la salle Omnisport et autour de la salle Omnisport, les locaux qui en dépendent. Les règlements des compétitions internationales, des compétitions européennes exigent en effet une capacité importante des salles. Quand on déplace des équipes à travers l'Europe, bien évidemment, les instances souhaitent qu'un public nombreux puisse assister à ces rencontres. Ça donne une ferveur supérieure dans la compétition et bien évidemment, il est toujours délicat de refuser du monde quand il y a ce niveau de compétition. Donc il y a une exigence européenne, comme on l'a d'ailleurs dans la matière de football. Et puis il y a aussi l'exigence ou le souhait de l'équipe basket, de l'équipe dirigeante, de pouvoir permettre au public local de répondre encore mieux à ce besoin de supporters. Et on voit bien avec les résultats de l'équipe et son parcours cette année que le public répond présent et désireux de venir supporter l'équipe. Donc un complément de capacité était souhaité des deux côtés. Dans ce genre de réalisation, il y a toujours des adaptations, je dirais, sur le siège, dans le cas d'espèce, parce que quand on travaille sur de l'existant, c'est toujours délicat d'avoir une précision ferme au départ. Mais effectivement, l'objectif, c'est d'augmenter de l'ordre de 300 à 500 places la capacité de la salle en configuration basketball, puisque c'est la configuration qui nous importe. Il y a des gradins fixes qui sont déjà, bien sûr, réalisés depuis l'origine de la salle. Il y a les gradins mobiles qui vont être remplacés de manière à apporter plus de facilité d'usage, d'une part, pour leur déploiement, et deuxièmement, une capacité améliorée. Et puis, il y a également une réorganisation des coursives de manière à repositionner, d'une part, l'accueil des journalistes, des médias, et d'autre part apporter un complément de capacité pour cette salle. En bref et en images.
La principauté de Monaco a participé à l'exposition universelle de Milan 2015 sur le thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie » en concevant un pavillon modulaire à base de conteneurs maritimes dans le but de le réaffecter à un projet de solidarité internationale. Pour cette seconde vie, le choix du gouvernement s'est porté sur l'idée proposée par la Croix-Rouge de Monaco de réutiliser ce pavillon pour l'intégrer dans un projet de construction d'un centre de formation polyvalent. Ce centre, qui ouvrira ses portes en 2017 au Burkina Faso, comportera des hébergements et servira notamment à la formation aux premiers secours en Afrique de l'Ouest. La Croix-Rouge monégasque a sollicité la SMEG pour l'optimisation énergétique de ce centre afin de préserver au mieux son environnement, d'en minimiser les frais de fonctionnement et d'en garantir au mieux la continuité de l'alimentation. Cette seconde vie en terre africaine se portera donc sur la conception et l'installation d'une production photovoltaïque pour l'alimentation électrique du centre de Lumbila. L'association d'Amor et Psy a dorénavant son propre lieu de vie, le GEM, un groupe d'entraide mutuelle monégasque situé au Caroubier, sur l'avenue Pasteur. Le prince souverain a inauguré ce nouvel espace. Reportage. Soutenue par le service de psychiatrie du centre hospitalier Princesse Grace, l'association d'Amor Psy a vu le jour en 2008 à Monaco. Soutien moral des familles de personnes souffrant de troubles psychiatriques et porteuses de nombreux projets, l'association s'est aussi donnée pour mission de démystifier cette maladie qui fait souvent peur alors qu'elle est généralement mal connue. À la suite d'un sondage auprès des malades psychiatriques en 2013, 99% d'entre eux ont souhaité avoir un lieu non médicalisé où se retrouver. Le GEM, le groupe d'entraide mutuelle monégasque, vient ainsi de voir le jour, une sorte de refuge pour les patients à l'écart du monde médical. C'est un complément, c'est un lieu d'accueil non médicalisé, donc on ne remplace pas évidemment le personnel soignant. C'est un plus dans leur quotidien, c'est évident, puisque grâce à ce GEM, ils retrouvent une vie sociale que peut-être ils avaient perdue avant. Ça leur permet de s'intégrer dans la cité, de renouer des liens, de rencontrer de nouvelles personnes et de participer à des activités, des sorties qu'ils avaient peut-être plus faites depuis un moment. Nous sommes vraiment très heureux parce que les répercussions que nous avons eues donc auprès des médecins sont déjà très positives, puisqu'ils ne font que regarder leur montre pour revenir rapidement au GEM et participent à toutes les activités. C'est vrai que le gouvernement monégasque, je remercie, et le gouvernement princier, je les remercie vraiment du fond du cœur pour nos malades, parce que nous les avons dotés d'un lieu d'accueil avec des moyens extraordinaires, le baby-foot, mais à côté il y a un lieu donc informatique avec des milliers de jeux, enfin une cuisine pour faire également des ateliers de cuisine, et nous attendons des bénévoles qui pourraient venir de temps en temps, même si ce n'est qu'une fois tous les 3 mois, venir au GEM et venir donc nous aider, leur apporter leur savoir. Et vraiment, je suis vraiment très fière de pouvoir apporter à la principauté cette innovation dans matière de santé mentale. La cellule familiale vit une situation difficile et parfois dramatique, ponctuée de crises, de violences et d'hospitalisation. Une souffrance à laquelle doivent faire face au quotidien les familles et à laquelle le gouvernement n'est pas resté insensible. Même si le gouvernement fait bien sûr déjà beaucoup à travers le service de psychiatrie du centre hospitalier Princesse Grace, à travers aussi l'UPPM La Roseraie, l'unité de psychiatrie et de psychologie médicale, mais ce sont des lieux médicaux où on rencontre des médecins, des psychologues, des psychiatres, des infirmières. Et il était important, au-delà donc effectivement de ces lieux médicalisés, et ça nous a été expliqué par les dirigeants d'Amor Psy, cette association qui œuvre depuis 2008 pour soutenir les malades atteints de pathologies psychiatriques et leurs familles, d'avoir un lieu de vie, un lieu où on se retrouve sans blouse blanche, mais pour des loisirs, pour de l'animation, un peu sans doute un sas aussi pour la réinsertion sociale entre l'hôpital et la vie normale, la vie active.
Nous avons d'ailleurs aussi mis en place l'année dernière un dispositif d'aide pour le retour au travail où nous accompagnons les anciens malades en voie de guérison donc pour retrouver un travail avec un éducateur spécialisé qui leur ouvre les portes des entreprises, qui est là pour les accompagner donc, pour les premiers mois de leur réinsertion professionnelle. Mais je crois effectivement qu'il manquait ce lieu de vie, ce lieu d'accueil et je suis très heureux que le gouvernement ait suivi ma proposition. Moi j'en avais été convaincu par les dirigeants d'Amor Psy. Ils vont faire un très bon usage de ce local qui sera ouvert 7 jours sur 7 à la disposition de tous les malades et de tous les convalescents psychiatriques de la Principauté. Des troubles qui apparaissent souvent dans l'enfance ou l'adolescence, comme Karine, atteinte de bipolarité depuis l'âge de 18 ans. Je suis très contente et très heureuse qu'on a un lieu de vie, un lieu d'accueil comme celui-ci, parce que ça nous permet de s'évader un peu, de voir autre chose, de faire des activités différentes. Et donc moi, ce que j'aime beaucoup comme activité, c'est l'esthétique, et donc le maquillage, l'esthétique en somme. Et nous avons justement une salle de bain avec une prestation pour la coiffure. Malgré sa maladie, Karine n'a jamais renoncé à ses rêves. Elle continue de jouer du violon et garde le sourire comme un pied de nez à la maladie. Un bel exemple et un message d'espoir. Replongeons à présent dans le passé avec José Sacré et dans l'histoire d'un quartier de la Principauté. Les archives audiovisuelles de Monaco ont proposé une ciné-conférence sur le thème « L'invention de Monte-Carlo ». C'était à la salle Garnier en présence de la famille princière. Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, Son Altesse Royale la Princesse Caroline, Andrea Casiraghi et son épouse, Pierre Casiraghi, ont assisté mercredi 22 juin à la salle Garnier à une ciné-conférence proposée par les archives audiovisuelles de Monaco et les archives du Palais Princier de Monaco. Le titre de cette ciné-conférence a été emprunté au 5e chapitre de l'ouvrage de Thomas Fouilleron, Histoire de Monaco, l'invention de Monte-Carlo. Pourquoi cette invention ? Parce que, au sens archéologique du terme, quand on découvre des vestiges importants, il y a un inventeur. Et puis aussi parce que c'est un mythe, Monte-Carlo, c'est plus qu'une ville. Et donc ce terme d'invention rend bien compte à la fois du propos d'une histoire, je dirais, classique, et aussi ce que l'on a voulu faire avec les archives audiovisuelles, c'est de cerner le mythe, l'image légendaire, parfois légende dorée, légende noire, qui a collé à l'histoire de Monte-Carlo durant ces 150 années d'histoire. Amusez-vous, foutez-vous tous, la vie entre nous est si brève. C'est donc 150 ans d'histoire en images qui ont été proposés aux Monégasques résidents et amoureux de Monte-Carlo, présents très nombreux à la salle Garnier. Des images d'actualité, de fiction, de documentaires, des films d'amateurs et de très nombreuses photographies rares. On a fait un très gros travail prospectif pour essayer d'étonner le public, de lui montrer des documents qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et peut-être plus que les précédentes fois, on est allé chercher des images aux États-Unis, en URSS, à l'époque URSS, et en Russie aujourd'hui. On a ramené des images aussi d'Angleterre. Donc tout ce panel d'archives aide aussi à comprendre comment l'étranger et notamment les anglo-saxons percevaient Monte-Carlo et quelle image ils donnaient de Monte-Carlo à l'étranger. It's marvelous here. I'm talking from my villa in Monte Carlo. And the sunshine is lovely and everything is quite wonderful. L'origine de Monte-Carlo, c'est évidemment la nécessaire reconversion économique pour la principauté après la sécession de Menton et de Roquebrune. Il faut passer d'une économie méditerranéenne traditionnelle à quelque chose de nouveau pour que la viabilité économique soit maintenue. Et c'est ça le trait de génie du prince Charles III, de sa mère, la princesse Caroline, avec cet homme de la situation, François Blanc, d'avoir trouvé cette nouvelle vocation, donc le tourisme aristocratique, la villégiature dans un environnement
édénique. Et effectivement, après, il fallait organiser des divertissements, des plaisirs pour continuer à attirer dans cet endroit, au-delà même du casino et au-delà même de l'attraction que représentaient à l'époque les jeux de hasard, puisqu'ils étaient interdits à ce moment-là dans leur environnement immédiat, en France ou en Italie. Mais ça a été plus que cela. Il y a un mythe fondateur durant les 50 premières années, et puis ensuite un constant renouvellement, une constante réinvention de ce mythe de Monte-Carlo. Et passons à présent à une soirée dédiée aux amateurs de sport de combat avec ce vendredi en principauté la 3e édition du Monte Carlo Fighting Masters. Une soirée exceptionnelle de kickboxing que nous présente Fabien Bonilla. Kickboxing, K1 Rules et Full Contact, une réunion hors du commun vendredi soir à partir de 19h au stade Louis II. 9 combats pour 9 championnats du monde, rien que ça, sur 18 participants, 10 nationalités représentées. À chaque combat, une ceinture mondiale à la clé. Il n'y a donc pas de tête d'affiche, mais juste une belle soirée en perspective. Déjà, il y a des boxeurs qu'on connaît depuis longtemps, qu'on connaît bien. Donc un Johan Lidon est plus qu'un boxeur pour nous, puisqu'on le connaît depuis très longtemps. Après, on va quand même, en tant que journaliste, essayer de garder un regard à la fois d'expert et puis d'objectivité malgré tout. Et puis il y a des boxeurs qu'on connaît, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, comme Chingiz Alazov par exemple, qui est un magnifique combattant, vraiment. Regardez, je vous conseille de regarder Alazov, c'est un régal à chaque fois. Donc voilà, on va être un peu pris dans tout ça, mais c'est ce qui fait le sel de ce sport magnifique. Comme vient de le dire le consultant de Canal+, un des combats qui devrait tenir toutes ses promesses, celui du bûcheron, le français Johan Lidon, 139 combats, 111 victoires. Il sera opposé au russe Datsidatsiev, dit le prédateur, 228 combats pour 205 victoires. Je pense qu'il a dû s'entraîner correctement. Moi aussi. Ces derniers temps, j'ai enchaîné les combats et je suis sur une bonne continuité. Donc, je pense que ça va être un très très beau combat demain soir. C'est important, ce combat de demain soir ici en principauté? Oui, c'est sûr. Après, pour un boxeur, chaque combat est important. Mais c'est sûr que demain un peu plus parce qu'il y aura 9 championnats du monde. Il y a les meilleurs combattants mondiaux, donc chacun voudra déjà remporter son combat et en même temps essayer de faire la plus belle prestation possible pour se faire remarquer le plus dans ce genre d'événement. La 3e édition du Monte Carlo Fighting Masters, ce vendredi au stade Louis II. Les combats seront retransmis sur plusieurs chaînes de télévision, ne serait-ce qu'en France, sur la chaîne d'SFR en direct, ensuite sur l'équipe 21 et Canal+. Et enfin, sachez que 10% des recettes de la billetterie seront partagées lors de cette soirée entre Peace and Sport et Amitié sans frontières internationales. Passons à présent en revue la carte météorologique pour les jours à venir. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Vendredi, maintien d'un temps de plein été, beau et chaud, des températures nettement supérieures au normal. Comptez 23 degrés pour les minimales et 27 pour les maximales. Samedi, le soleil sera plus hésitant que les jours précédents avec un temps lourd et un climat légèrement plus frais. Dimanche, les éclaircies seront de retour et nous débuterons la semaine lundi de façon estivale avec un beau ciel bleu. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez tout de suite Vanessa Dessy et son magazine Asphalt qui sera cette fois consacré à la Ford Focus RS. Au revoir.